Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La nouvelle la plus importante de cette journée qui s'achève est sans conteste l'aggravation soudaine des conflits qui affectent deux des constructeurs automobiles français, Renault et Peugeot. Chez Renault surtout, la direction a décidé la fermeture de l'usine de Flins. À Sandouville, toutes les chaînes de montage sont arrêtées et la direction a également décidé la fermeture de l'usine à partir de ce soir 23h. Le conflit Peugeot, tandis que les négociations se poursuivent à Saint-Étienne, des débrayages ont eu lieu aujourd'hui à Dijon et à Lille. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces deux conflits. Auparavant, je voudrais vous donner très rapidement les autres titres de ce journal. Monsieur Sérac, le président du patronat français, lance une vive attaque contre le système de contrôle des prix. À Valenciennes, les exploitants agricoles ont manifesté aujourd'hui. Ils entendaient exercer une pression sur les discussions des neufs à Luxembourg. Au Cambodge, l'étau se resserre autour de la ville de Phnom Penh et le gouvernement démissionne. Enfin, nous entendrons au cours de ce journal Monseigneur Elchinger qui nous parlera de la note que vient de publier le comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme. Mais revenons à la situation chez Renault. Cette situation, je vous le disais, s'est considérablement aggravée aujourd'hui. C'est d'ailleurs le secrétaire général de la régie lui-même qui vient de le reconnaître. Et la direction générale a décidé la fermeture aujourd'hui des usines de Flins où sont construites où sont montées plutôt les R5, les R12 et une partie des R16. À Sandouville, près du Havre, toutes les chaînes sont paralysées à la suite de la grève observée depuis ce matin par les OP. Et la direction a décidé la fermeture de l'usine à partir de ce soir, 23h. Oui, aujourd'hui, le point chaud de toutes les usines Renault a été effectivement Flins. C'est le deuxième établissement de la régie qui, avec 21 000 salariés, produit normalement 1800 véhicules par jour. Des R5, des R12 et des R16. La direction a pris sa décision de fermer l'usine par mesure de sécurité en mesure d'incidents récents. À 13h, la CGT et la CFDT avaient organisé un meeting pour protester contre la fermeture de l'usine. 20 000 travailleurs se trouvent en chômage technique du fait de cette fermeture. À Sandouville, 600 ouvriers du service d'entretien ont occupé la centrale qui alimente l'ensemble de l'entreprise en air comprimé et en eau. Les chaînes de montage, produisant principalement les R16, étaient sur le point d'être paralysées aujourd'hui. Alors l'usine, vous l'avez dit, sera fermée à partir de 23h ce soir. À Boulogne-Billancourt, 18 000 ouvriers travaillent normalement, mais les 7 000 OS sont toujours en grève et leur mouvement perturbe la production. 1500 salariés sont sur le point d'être mis au chômage technique partiel. Nous avons interrogé ce soir un représentant de la direction de la régie, M. Ouin. Pourquoi cette décision de fermer Flins? Est-ce que la fermeture s'imposait vraiment? Oui. En effet, d'une part, depuis vendredi dernier, nous n'avons pu, à cause d'une grève bouchon à la sellerie, sortir une seule voiture de l'usine de Flins. D'autre part, et surtout, il y a dans l'usine une troupe de gens qui se promènent toute la journée et qui menacent ceux qui veulent travailler, exercent des violences, se livrent à des déprédations, telles que maintenant la sécurité des personnes est en danger. Dans ces conditions, et pour éviter des incidents qui pourraient être graves, nous avons été contraints de fermer l'usine. Et dans les autres usines, comment est-ce que ça se passe en ce moment? Bien, vous savez qu'à Sandouville, quelque chose d'important s'est produit. On accuse la direction de locouter le personnel. Or, là, un commando d'une cinquantaine de personnes s'est littéralement emparé de la centrale thermique, à laquelle d'ailleurs ces personnes n'appartiennent pas, ayant coupé les fluides, rend impossible le fonctionnement de l'usine, si bien que les 9000 personnes de l'usine ne peuvent plus travailler. Est-ce que pour en finir, on se demande, il n'aurait pas été plus simple de payer tout simplement le salaire complet des chômeurs après le chômage technique? Vous savez, tout ce qui se passe montre en ce moment qu'il suffit de faire des grèves bouchons successives pour arrêter complètement l'entreprise, et si on payait le chômeur technique, on arriverait à ce résultat assez absurde que l'usine ne fonctionnerait plus du tout et que les 100 000 travailleurs de la régie devraient être payés. Je ne vois pas très bien avec quoi nous pourrions les payer dans ces conditions-là.
Alors comment voyez-vous l'avenir maintenant chez Renault? Eh bien, vous savez, nous sommes vraiment très, très embarrassés dans la mesure où nous avons, depuis le début, essayé de négocier sans cesse avec les syndicats. Tout se passe comme si nous n'avions pas en face de nous des interlocuteurs valables, car chaque fois qu'on résout un problème, aussitôt il s'impose un autre à côté. Et c'est sans fin, n'est-ce pas? Où s'arrêtera-t-on? Or, pendant ce temps-là, la régie s'appauvrit. Je vous fais remarquer que toutes les usines qui sont arrêtées sont celles qui fabriquent les voitures, qui les livrent, et pendant ce temps-là, les usines qui font des pièces continuent de tourner normalement. On a l'impression qu'il y a une volonté systématique d'arrêter cette entreprise. En face de cela, que pouvons-nous faire? Demain, une délégation de travailleurs de chez Renault se rendra au ministère du Travail pour poser quelques questions à M. Georges Gors, selon l'expression du secrétaire général adjoint du syndicat CGT. Voilà donc pour Renault. L'agitation gagne aussi peu à peu les différentes usines Peugeot. Des débrayages ont eu lieu aujourd'hui à Dijon et à Lille. À Saint-Étienne, où le conflit avait commencé, les discussions se poursuivent entre la direction et les syndicats de l'usine Peugeot de Saint-Étienne. Les négociations piétinent chez Peugeot, au 11e jour de la grève des usines de Saint-Étienne. Et le conflit risque, s'il dure, de toucher d'autres usines du groupe. À Lille, déjà, 3000 ouvriers ont débrayé cet après-midi durant 2 heures, réclamant les mêmes améliorations de travail et d'augmentation de salaire que leurs camarades de Saint-Étienne. À Dijon, c'est 400 OS chargés de la construction des presses mécaniques des Peugeot qui se sont mis en grève jusqu'à jeudi soir pour soutenir les ouvriers de Saint-Étienne. Sur place, les négociations n'avancent pas. Les responsables syndicaux avaient fait part de leur désir de se rendre à Paris pour exprimer leurs revendications à la direction générale. Cette dernière a répondu que cette réunion était pour le moins prématurée et qu'elle doit être reportée. Demain, plusieurs meetings seront organisés dans les usines du groupe et je vous rappelle que les syndicats ont décidé de faire de jeudi une journée d'action importante si d'ici là, aucune solution au conflit n'est trouvée. Voilà donc le point des 2 principaux conflits sociaux actuellement en cours. Monsieur Sérac, le président du CNPF, du patronat français, tenait aujourd'hui une conférence de presse et il a parlé, bien entendu, de ces conflits sociaux. À son avis, rien dans les circonstances actuelles ne justifie un climat social aussi troublé, alors surtout que les négociations entre patronat et syndicats se poursuivent. Mais ce n'était pas là l'essentiel du propos de M. Sérac. Le président du patronat présentait à la presse un livre blanc sur la politique des prix, un livre blanc dans lequel le CNPF se livre à une vive attaque contre le système de contrôle des prix. C'est une petite bombe que M. Sérac a lâchée cet après-midi au cours de cette conférence de presse. Il faut, a-t-il dit, supprimer les contraintes excessives de toute nature qui pèsent sur les entreprises. Et dans un mémorandum qu'il va adresser au gouvernement, M. Sérac réclame des facilités fiscales pour les investissements et demande que les cadres ne fassent pas les frais des réformes sociales en supportant des impôts plus lourds. Pour le reste, les priorités patronales restent le relèvement des bas salaires, l'amélioration des conditions de travail et sur le plan international, la construction européenne et les négociations commerciales avec les États-Unis, avec comme préalable le règlement des questions monétaires. Mais surtout, M. Sérac a déclaré la guerre à la politique des prix du gouvernement et réclamé avec force le retour à la liberté des prix. Depuis 30 ans, nous vivons dans un système qui n'a guère de nom, mais qui est caractérisé par un dirigisme administratif et à certains moments un blocage total des prix. Cette formule, nous l'avons étudiée très attentivement et nous en tirons 2 conclusions. La première, c'est qu'elle n'a pas mis le consommateur à l'abri des inconvénients des hausses de prix. Et le second, c'est que cette formule a créé des conditions de gestion très difficiles pour nos entreprises par rapport aux entreprises concurrentes, en particulier des autres pays du marché commun, qui géraient leurs prix comme elles l'entendaient. Le résultat final, c'est que lorsqu'une formule n'est bonne ni pour le consommateur ni pour l'entreprise, il faut regarder véritablement si elle est justifiée. Et notre conclusion, c'est qu'elle ne l'est pas.
Et vous demandez énergiquement un retour à la liberté des prix. C'est une Nous- attaque nous contre le demandons- ministre actuel de l'économie et des finances. Nous n'attaquons personne. Nous n'attaquons personne. Je vous dis qu'il y a 30 ans de dirigisme des prix. Par conséquent, je ne veux pas évoquer tous les responsables d'une affaire qui sont innombrables. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je crois que le moment est venu pour faire un constat et en tirer quelques conséquences. Notre conséquence, c'est que dans ce domaine, la liberté nous paraît être la condition du progrès. Ils étaient plusieurs milliers d'agriculteurs qui manifestaient aujourd'hui à Valenciennes. C'est la FNSEA qui avait pris l'initiative de ce rassemblement. Et il s'agissait, comme l'affirmait M. de Baptiste, de faire comprendre au ministre des Neufs de l'Agriculture réunis à Luxembourg la nécessité d'une augmentation des prix des produits animaliers. Pas de fourche, même brandie symboliquement, mais en revanche beaucoup de porteurs de pancartes qui feront un tour de piste sur le stade de Valenciennes en attendant les orateurs. Une certaine propension à chahuter dans ce vaste rassemblement, mais aussi une volonté de discipline qui sera respectée par les 20 voire 30 000 manifestants venus de toutes les régions, au premier rang le Nord, la Normandie, et rejoint par quelques centaines de Belges, quelques dizaines d'Allemands, une délégation hollandaise. Dans toutes les interventions, un seul et même thème, la croissance doit profiter aussi au monde rural, non aux 3% de Bruxelles, oui à une augmentation moyenne de 7,5% des prix agricoles. Michel de Baptiste va clôturer la réunion en affirmant avec force « On ne fera pas l'Europe contre nous, on ne fera pas l'Europe contre l'agriculture. » La Fédération nationale a su, par son organisation, c'est-à-dire par vous, mobiliser l'ensemble des agriculteurs pour frapper le coup de poing lorsque ce coup de poing est nécessaire. Or, il était nécessaire aujourd'hui. Nous allons défiler dans l'ordre, comme Dransart vous l'a dit, dans Valenciennes, tous unis pour la revalorisation du revenu de tous les agriculteurs. Ce défilé sur les boulevards extérieurs de Valenciennes devait s'étirer sur 4 km, sans la moindre fausse note. Pendant ce temps-là, en effet, les ministres de l'agriculture des 9 pays du marché commun discutent à Luxembourg, des discussions assez difficiles. Jean-François Robinet suit pour nous ces débats et nous allons l'appeler tout de suite. À vous, Luxembourg. Discussion lente et difficile à Luxembourg. Une difficulté qui illustre assez bien la manifestation commune des agriculteurs des 9 pays aujourd'hui. En effet, une telle manifestation peut sembler paradoxale lorsque l'on sait que les objectifs ne sont pas les mêmes pour tous, à part un objectif qui est la progression du revenu, bien sûr. Et pour cela, les agriculteurs des 9 pays veulent voir leur prix de vente augmenter, mais pas forcément les mêmes prix. Les Français misent avant tout sur le relèvement de la viande de bœuf, un peu moins sur celui du lait, pas du tout sur celui du blé. Les Allemands, en revanche, s'intéressent à la hausse du blé, et les Anglais, pour ne citer qu'un autre exemple, les Anglais, eux, ne veulent pas du tout d'augmentation. Cela démontre bien les difficultés que doivent surmonter les ministres. Leur tâche est ardue, ils doivent fixer les prix de 19 produits ou groupes de produits. Le plus urgent, c'est la viande, dont les nouveaux prix auraient dû entrer en vigueur au début de ce mois, et le lait, pour lequel ils doivent entrer en vigueur le 1er mai. En outre, des mesures doivent être prises en même temps pour favoriser la production de viande bovine et permettre le maintien de l'agriculture de montagne grâce à des aides particulières. Ce dernier point est délicat car la France parle de vraies montagnes et les Anglais, eux, en revanche, parlent de collines. Alors, un compromis est-il possible? Va-t-il satisfaire tous les exploitants agricoles du marché commun? Il est permis d'en douter. Pourtant, avant même les ministres, les responsables professionnels des 9 qui étaient réunis et qui sont réunis au sein d'une organisation qui s'appelle le COPA sont tombés d'accord sur des positions communes que nous a résumées son secrétaire général. Pour le blé, nous avions proposé 4%, tandis que pour le lait, on avait proposé 8,5%, et pour la viande bovine, également 8,5%, étant entendu qu'on demandait l'introduction de 3 primes, n'est-ce pas, d'encouragement à la production de viande bovine, estimant que ce n'est pas par le seul prix qu'on va vraiment réussir, disons, cette opération
augmentation de la production et combler le déficit de viande dans la communauté. Le tout ensemble nous mènerait à environ 12%. Cette position sera-t-elle traduite dans le compromis que l'on espère, on l'espère, les ministres trouveront la nuit prochaine ou demain? Rien ne permet maintenant de faire une hypothèse et il vaut mieux s'abstenir de tout pronostic. Aux dernières nouvelles, en tout cas, si M. Chirac prononce maintenant le terme de compromis, il n'en réaffirme pas moins son refus absolu de renoncer à une augmentation importante du prix minimum garanti de la viande et son intention d'obtenir des aides à l'élevage. Ici Luxembourg, à vous Paris. Au Cambodge, la situation de Phnom Penh est de plus en plus critique. Les communistes encerclent la capitale et il est évident que leur objectif est de l'asphyxier. Ce soir, le maréchal Lon Nol vient d'annoncer la démission de son gouvernement, un gouvernement qui avait été mis en place le 15 octobre dernier. Phnom Penh est une forteresse assiégée. Au centre, son palais et son maréchal président. Autour, les guérilleros communistes, chaque jour un peu plus entreprenants. Au-dessus, les chasseurs bombardiers américains et les B-52. À cette ambiance d'état de siège vient s'ajouter ce soir une atmosphère de crise. En effet, le gouvernement cambodgien vient de démissionner. Pour Phnom Penh, un problème immédiat. Dégager à tout prix les voies d'accès, qu'elles soient terrestres ou fluviales, pour assurer le ravitaillement en vivres et en munitions que la guerre et les centaines de milliers de réfugiés enferment dans la capitale encerclée. Pour y parvenir, l'armée cambodgienne jette tout ce qu'elle a dans la bataille. Des soldats presque enfants, et même aussi des femmes soldats. Si le gouvernement cambodgien est démissionnaire ce soir, le prince Sihanouk, de son côté, ne dissimule pas sa satisfaction. Il vient de passer un mois dans son pays, dans les régions contrôlées par ses partisans qui parfois atteignent les faubourgs de la capitale. 40 000 khmers rouges encerclent Phnom Penh, que le prince Sihanouk compare déjà à un fruit mûr prêt à tomber. On pense toutefois que là encore, le sort de Phnom Penh est lié à la décision des Américains d'écraser ou non, par leur aviation, l'offensive communiste de printemps sur le Cambodge. Et puis, on vient d'apprendre qu'un accord serait intervenu au Cambodge, un accord pour un remaniement du gouvernement dans lequel entreraient des éléments de l'opposition. Selon les rumeurs qui courent à Phnom Penh, cet accord aurait été mis sur pied par le général Alexander Haig, au cours d'entretiens que l'envoyé du président Nixon a eu la semaine dernière avec les dirigeants cambodgiens. Il s'agirait manifestement de faciliter les négociations avec les communistes cambodgiens, d'éventuelles, bien entendu, négociations avec les communistes cambodgiens. Mettre fin, une bonne fois pour toutes, aux dernières séquelles de l'antisémitisme, reconnaître le droit du peuple juif à une existence politique propre, telles sont quelques-unes des idées forces de ces orientations pastorales sur l'attitude des chrétiens à l'égard du judaïsme qu'a publié hier le comité épiscopal français pour les relations avec le judaïsme. Ce soir commence la célébration de la Pâque juive. Et le comité épiscopal français pour les relations avec le judaïsme avait depuis plusieurs semaines retenu cette date pour la publication d'un texte qui est destiné aux catholiques de France et qui contient des orientations sur l'attitude des chrétiens vis-à-vis du judaïsme. Le texte que nous publions est un texte religieux, ce n'est pas un texte politique. Et nous prenons position vis-à-vis de la religion juive. Nous précisons la vocation permanente du peuple juif telle que nous la voyons. Nous insistons sur les valeurs religieuses permanentes qui sont actuellement encore vécues dans le judaïsme par les juifs croyants dans l'univers entier. Et nous condamnons une fois de plus et nous dénonçons l'antisémitisme sous toutes ses formes, sous sa forme directe ou sous ses formes larvées, car il en reste en France, malheureusement.
Nous avons demandé au grand rabbin Kaplan ce qu'il pensait de cette note de l'épiscopat français. Il ne lui a pas été possible de nous répondre aujourd'hui. En effet, tout son temps est pris par les cérémonies de la Pâque juive. C'est donc jeudi prochain, au cours de 24 heures sur la Une, que le grand rabbin Kaplan nous dira les réflexions que lui a inspirées cette note d'orientation. Une petite ville de l'Italie centrale, Ascoli Piceno, est depuis 4 mois presque chaque jour secouée par des tremblements de terre. Les lézardes s'agrandissent, à l'intérieur des maisons, des immeubles s'écroulent même. 10 000 personnes ont dû être évacuées, des écoles ont été fermées et certaines secousses ont même atteint une densité de 9 degrés sur l'échelle Mercalli. À Ascoli, que la plupart de ses habitants ne veulent pas quitter, espérant que les secousses finiront quand même par s'arrêter, on vit dans un climat d'angoisse permanente. Robert Werner s'est rendu à Ascoli récemment et voici ce qu'il y a vu. Les 53 000 habitants de cette petite ville à 100 km d'Ancône ne sont jamais sûrs le matin de voir leur maison encore debout le soir. Ascoli était habitué aux tremblements de terre, à tel point que l'on priait Saint-Émédio, un saint de la région, d'épargner à la population les malheurs du séisme. Mais depuis novembre, les secousses sont exceptionnellement brutales. La terre tremait. Un minute. 80 secousses telluriques ont en quelques semaines ébranlé Ascoli Piceno, des secousses qui ont parfois duré 16 secondes. Il n'y a pas eu de mort, mais des milliers de familles ont dû être évacuées. Ascoli Piceno est une ville qui, dit-on, est plus ancienne que Rome et qui en tout cas est une des plus anciennes d'Italie et des plus belles aussi. Et le 26 novembre, c'était une secousse vraiment terrible. On a eu une grande peur, seulement une grande peur. Et je suis restée paralysée, je n'ai fait qu'invoquer mon saint protecteur. Justement, nous avons un saint protecteur ici parce que ces choses arrivent malheureusement. Et 16 secondes sont tellement longues à passer lorsqu'il y a un tremblement de terre qu'on ne peut pas l'imaginer. On ne pense rien, on ne peut pas bouger. Les dommages les plus graves ne sont pas à l'extérieur, mais à présent notre ville est un peu comme une personne malade qui n'a pas une mine trop mauvaise, mais qui est malade à l'intérieur. Alors, il faut y rester, il faut visiter les maisons à l'intérieur, il faut voir qu'il y a beaucoup de maisons qui ne sont plus habitées et qu'encore il y a beaucoup de monde qui est logé dans des hôtels ou bien presque dans des tentes ou qui habitent chez des parents. Et il y a des édifices modernes qui ont mal résisté parce qu'ils étaient placés sur un terrain moins résistant. Et nos édifices anciens, peut-être les plus monumentaux, les églises, ont résisté assez bien. Ascoli vit dans la crainte de voir ces vieilles pierres s'effondrer. À l'hôpital, la partie réservée aux femmes vient d'être évacuée. Une fracture terrestre d'une longueur de 200 km et d'une profondeur de 10 km traverse la région d'Ascoli. Les montagnes qui l'entourent, très calcaires, ont 80 millions d'années. Des villages à côté d'Ascoli ont été abandonnés en quelques mois. Les gens ont fui. À Castel Trocino, il ne reste plus que 4 familles sur 40. Elles sont résolues à ne pas partir, quoi qu'il advienne. Le maire d'Ascoli Piceno frappe à toutes les portes pour obtenir de l'aide. Une aide que le gouvernement italien évalue à plusieurs milliards de lire pour la région. Et parviendra-t-elle suffisamment vite aux milliers d'habitants sinistrés?
La situation économique en Italie n'est pas florissante et il est prudent de ne pas espérer obtenir tout ce dont nous avons besoin. Il faut attendre bien longtemps avant qu'Ascoli ne redevienne comme avant. Monsieur Arthur Comte, président directeur général de l'ORTF, participera demain à 20h30 à une nouvelle émission de la première chaîne Feu croisé. Il répondra au cours de cette émission aux questions que lui posera Yves Mourouzi. En répondant à ces questions, il aura l'occasion de faire connaître ses décisions au sujet des horaires des programmes de télévision. Voilà, avant de vous quitter, je voudrais vous dire que dans quelques instants, quelques minutes après ce journal, Charles Aznavour va faire sur la une sa rentrée après les 3 mois d'absence dus au grave accident dont il avait été victime. Et en toute première exclusivité, vous entendrez donc une de ses dernières chansons, Nous irons à Vérone. Voilà, nous allons maintenant nous quitter. Vers 22h20, un petit peu après 22h20, Patrice Duhamel viendra vous donner de nouvelles informations. Au cours de 24 heures dernières, on me fait signe que je me trompe, ce n'est pas 22h20 mais 23h20. Il faudra attendre 1 heure de plus pour entendre Patrice Duhamel qui vous donnera donc les dernières informations. Il pourra vous en apporter plus, donc toutes celles qui seront tombées pendant cette heure-là au cours de 24 heures dernières. Merci d'être là avec nous. Toute l'équipe de 24 heures sur la une se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée.